Alors, le programme d'aujourd'hui, quelques généralités sur les relations par les pairs. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place cet exercice? Quels sont les avantages et les risques aussi qui sont liés à l'exercice? Après, on va voir comment le paramétrer dans la plateforme Moodle. Il y a, par rapport à d'autres activités de la plateforme, il y a 3 niveaux d'intervention. Il faut faire un paramétrage général. Après, il faut définir obligatoirement la grille de relations qui sera proposée aux étudiants. Et après, la gestion des corrections, c'est-à-dire il faut voir comment attribuer les travaux que les pairs vont corriger. Une fois qu'on a fait ça, bon, l'atelier, je vous montrerai comment un atelier Moodle se déroule. Il se déroule en 5 phases qu'on verra. Après, si on a le temps, je peux vous faire quelques retours d'expérience et répondre éventuellement à vos questions. Donc, on commence par des principes généraux. Donc, qu'est-ce que c'est une relation par les pairs? C'est un exercice où vous demandez aux étudiants de déposer un travail, mais ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être une présentation à l'oral ou enfin, là, je fais le cas plus simple, plus typique peut-être. Mais les déclinaisons de l'évaluation par les pairs sont vraiment très nombreuses. Donc en général, on dépose un travail et après on corrige le même type de travail qui est produit par les camarades, par les pairs. À ce principe général, il y a aussi des exceptions. On peut faire en sorte de transformer l'évaluation par les pairs en exercice de autocorrection. Donc les étudiants vont tout d'abord faire un travail, après ils découvrent la grille de correction qui a été préparée par l'enseignant, et ensuite ils se auto-évaluent. Ou alors, on peut permettre aux étudiants de faire une correction des travaux pairs sans avoir fait un dépôt préalable. Donc là aussi, il y a beaucoup de possibilités d'usage possibles. Pour terminer très synthétiquement cette partie, l'évaluation par les pairs, donc moi je l'utilise beaucoup et normalement les étudiants sont très contents de participer à ce type d'exercice, mais il y a quand même des risques. Le risque principal est celui de gap cognitif, comme on est appelé en littérature, enfin dans la recherche en sciences de l'éducation. C'est-à-dire les personnes qui se sentent pas capables d'effectuer l'exercice, donc ils trouvent déjà l'exercice à faire difficile, ils sont à plus forte raison incapables de corriger la production des autres. Après, pardon, il y a des risques de non-acceptation, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui se trouvent mal à l'aise dans le rôle d'évaluateur, mais pas pourquoi ils sont pas capables, non, pas pourquoi, pas à cause d'un manque de niveau cognitif, mais c'est vraiment destructif pour certains étudiants de se retrouver dans ce rôle d'évaluateur. Un autre inconvénient que je mets, entre guillemets, est que cet exercice est très riche, très puissant, mais demande beaucoup de travail pour le formateur, pour l'enseignant, enfin pour la personne qui le met en place. Par contre, il y a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, le fait de développer un aspect métacognitif. Avec cet exercice, les étudiants pourront se situer par rapport à une grille de correction, donc par rapport aux exigences du formateur, et en même temps par rapport au reste du groupe, à ses camarades. Il y a aussi un aspect qui est positif sur sur le plan socio-affectif, c'est-à-dire avec cet exercice, on peut donner une ambiance d'un groupe, au groupe d'entraide. Donc, il faut, autant que possible, présenter cet exercice comme une forme d'aide entre pairs. Et pour la même raison, beaucoup d'études, et moi-même, je peux le témoigner, on dit que l'évaluation par les pairs renforce la motivation. Le fait de recevoir des feedbacks qui sont correctifs, qui sont positifs, qui sont bienveillants, est un élément très positif sur la motivation dans l'action de formation.
Voilà. Après, on passe au paramétrage à Moodle. Donc là, je vais vous partager mon écran. Alors, pour ajouter l'activité atelier à Moodle, il faut comme d'habitude aller en modalité édition et après ajouter une activité aux ressources, donc l'activité atelier que moi j'ai déjà mis en place et donc on va voir quel est l'atelier, enfin comment il est paramétré l'atelier que j'ai déjà créé. Alors, c'est un peu plus compliqué que les autres, je vous préviens, c'est un peu plus compliqué que les autres activités de Moodle. On va suivre mon PDF. Alors, position, ajouter activité ressources, atelier. Donc, il y a tout d'abord les paramètres généraux. Donc, comment s'appelle l'atelier et la description. Moi, d'habitude, la description, je ne la mets pas en place dans les activités Moodle parce qu'elle n'est pas obligatoire. Ça vous dit l'affichage de la page. Mais pour l'activité atelier, je le fais. Enfin, j'estime que c'est une activité qui mérite d'être présentée. Et donc, la description, c'est quelque chose comme ça. Dans cet exercice, il vous est demandé enfin, une présentation de l'exercice. Après, on passe à une autre chose qui s'appelle les réglages d'évaluation. Donc, à Moodle, il y a 4 stratégies d'évaluation possibles. Et là, je reviens au PDF. Donc, l'évaluation qu'on va voir, nous, est l'évaluation qui s'appelle cumulative. C'est-à-dire, il faut donner une note sur des aspects précis, sur la grille, plus des commentaires, aspect par aspect, et éventuellement un commentaire, un feedback général. Après, il y a une autre stratégie qui s'appelle par commentaire. Donc, les étudiants doivent écrire quelque chose, mais pas donner de note. Après, il y a une évaluation de type binaire, plus commentaire aussi, et les critères, c'est vous qui les créez. Donc, vous pouvez le mettre sous forme de oui, non, de vrai, faux, d'accord, pas d'accord, correct, incorrect, etc. Une dernière stratégie d'évaluation qui est par niveau. Donc, vous choisissez des niveaux, et c'est les étudiants qui doivent cliquer sur le niveau en fonction du travail qu'ils sont en train d'évaluer. Ok. Donc nous, on va travailler aujourd'hui, disons, sur la partie un peu plus compliquée, plus riche, disons comme ça, qui est l'évaluation cumulative. Donc, on va donner une note, les étudiants doivent donner une note plus un commentaire. Après, il y a notre paramétrage. La note globale de l'atelier se compose de 2 sous-notes, qui est la première note pour le travail remis, donc c'est les pairs qui vont évaluer cette partie. Et là aussi, on peut mettre une note pour passer, disons qui correspond à la moyenne. Et une deuxième note pour le processus d'évaluation. Et là, c'est l'algorithme Moodle qui va le donner, dans des modalités qu'on verra plus tard. Il faut savoir aussi que pour cette note, enfin en global, en général, pour toutes les notes, l'enseignant du cours pourra corriger les notes qui sont données à la fois par les pairs ou par l'algorithme de notation de Moodle. Après, décimal dans les notes, etc. Paramétrage ultérieur, les réglages de remise des travaux. C'est-à-dire, ça sont les consignes que vous donnez pour, comme un devoir, comme n'importe quel autre devoir, qu'est-ce que les étudiants auront à faire dans la phase de remise des travaux. Et donc, c'est des consignes. Là, j'ai pris un vrai exercice que j'avais donné dans une vraie évaluation par les pairs. Voilà, je ne me suis pas embêté, j'ai fait du copier-coller. Après, le type de remise, ça pourrait être un texte en ligne, c'est-à-dire qu'il tape directement dans Moodle quelque chose, ou sous forme de fichier joint. Donc, vous décidez combien de fichiers ils vont déposer, et vous pouvez aussi décider quelle est l'extension, c'est-à-dire le type de fichier qu'ils devront déposer. Là, par exemple, j'efface. Si je laisse tout ça vide, n'importe quel type de fichier pourra être déposé. Si je clique sur choisir, donc l'exercice que j'ai donné, c'est un exercice sur des tableurs.
avec un format très particulier, c'est pas de l'Excel, c'est du c'est du LibreOffice. Donc, je vais choisir l'extension de type ODS, comme remise de fichier. Là, je clique sur enregistrer, et donc, seulement les fichiers avec l'extension ODS seront autorisés. Quelle est la taille maximale et si on autorise la remise des travaux après le délai. Normalement, il y a une distinction, il y a une phase, des dates précises pour la remise des travaux. Une fois terminée cette phase, il y a un intervalle du temps pour faire l'activité de correction. Si vous cliquez ici, vous autorisez les étudiants à remettre après l'échéance de la phase de remise des travaux, chose que je le conseille. Après, les modalités d'évaluation, dans ça les consignes que vous donnez aux étudiants pour les guider dans la phase d'évaluation des autres. Que ce n'est pas encore la grille de correction, mais c'est un texte qu'ils verront afficher le moment venu. Si vous cliquez ici, les étudiants peuvent évaluer leur propre travail. Dans l'attribution des travaux à corriger, ils pourront se retrouver avec leur propre travail. Moi, d'habitude, je ne le fais pas, mais ça pourrait être une option intéressante aussi. Après, feedback, c'est-à-dire un feedback général qu'ils retrouveront à la fin de la phase d'évaluation, après avoir évalué les différents critères ou les différents aspects. Là aussi, vous pouvez décider si désactiver, activer optionnel ou activer et requis. Moi, voilà, on va le mettre comme ça, activer requis. Et après, un texte de conclusion, c'est-à-dire à la fin de l'atelier, une fois que l'atelier est fermé, ils vont découvrir leurs notes reçues, ils vont découvrir les commentaires reçus, et dans cette partie, vous pouvez lui donner les instructions sur comment faire pour arriver aux notes, pour lire les feedbacks reçus, et après un texte voilà, de remerciement que je mets d'habitude pour renforcer justement cet aspect socio-affectif et motivationnel. Je dis merci d'avoir participé et d'avoir aidé vos pairs. Encore, vous pouvez donner la possibilité d'évaluer des travaux exemplaires, donc un corrigé type, avant de passer à l'évaluation, à la vraie évaluation. Et ici, c'est la gestion de la disponibilité, c'est-à-dire vous pouvez décider à quelle date faire partir la remise des travaux, à quelle date arrêter la remise des travaux. Si vous cliquez ici, si vous prévoyez une date automatique, enfin pré-réglée de remise des travaux, vous pouvez faire en sorte aussi que d'automatiser le passage entre la remise des travaux et le début des évaluations. Aujourd'hui, on ne va pas le faire, c'est moi qui va activer les dates manuellement. Après, bah, il y a les autres réglages qui ne sont pas spécifiques à l'atelier, sont des réglages pour n'importe quelle activité Moodle. Donc, ça c'est le premier paramétrage. Je retrouve tout ça. Voilà, on est là. À partir de là, je peux cliquer sur enregistrer et afficher. Et là, vous voyez un tableau de bord où les 5 phases de l'atelier sont affichées. Et la phase en cours est celle qui s'affiche sur un fond vert. Donc, comme je vous disais, on n'a pas terminé la phase de mise en place de l'atelier parce qu'il faut passer à la création d'un formulaire d'évaluation. Donc, on clique sur enregistrer et afficher. Pour passer au formulaire d'évaluation, je vais ici, sur la roue, et je vais cliquer sur préparer le formulaire d'évaluation. Donc, on a choisi une stratégie d'évaluation qui s'appelle stratégie cumulative, donc qui comporte une note plus commentaire, et la grille se construit à partir de aspects. Donc, j'ai donné un exercice en 2 points et je vais créer 2 aspects.
Une chose importante est que pendant la phase d'évaluation, les étudiants n'auront plus accès aux consignes qu'on lui avait données. Ils vont disparaître. Donc, pour la grille d'évaluation, c'est intéressant de faire un rappel des consignes. Comme ça, ils pourront se retrouver. Après, vous donnez des indications sur comment évaluer et comment noter. Je l'ai déjà fait pour les deux aspects à évaluer. En bas, vous avez la possibilité de enregistrer et prévisualiser, c'est-à-dire comment les étudiants vont voir, auront accès, quelle sera leur vue une fois qu'ils sont dans la phase de évaluation. Donc c'est ça. Donc ils verront un texte et après ils vont donner une note. On a dit que c'est jusqu'à 10 et ils vont faire un commentaire pour chaque aspect qu'on a prévu. Et on avait aussi mis le réglage de rendre obligatoire le feedback général à la fin de la correction des différents aspects. Donc il est avec cette icône d'alerte qui dit que le formulaire général est requis. Donc ça c'était la prévisualisation. Donc on peut revenir au formulaire. Donc une fois que vous avez préparé le formulaire, il faut faire une troisième chose. Il faut revenir à l'atelier. Il faut décider comment attribuer les travaux. On peut faire une attribution manuelle, c'est-à-dire que vous vous amusez à décider qui corrige qui. Donc ça, c'est pas trop intéressant si vous avez un groupe nombreux de corrections à faire. Je dirais que jusqu'à 7, 8, maximum 10, ça marche. Sinon, vous pouvez décider de faire une attribution aléatoire, c'est-à-dire vous établissez que chaque évaluateur va évaluer va faire deux évaluations. Donc je fais comme ça et j'enregistre. Ici, vous décidez si les participants pourront évaluer sans avoir remis de travail. Donc je laisse ça. Ou alors il y a une autre possibilité qui s'appelle attribution programmée. C'est plus ou moins la même chose. Et c'est intéressant si vous automatisez le passage entre la phase de remise des travaux et la phase de notation. Donc pour l'instant, moi je vais rester sur l'attribution aléatoire. On a dit il y a deux travaux. Parce que dans mon exemple, j'aurai que 3 étudiants. Donc en gros, ça c'est le paramétrage d'un atelier. Formulaire d'évaluation, on l'a fait, et attribution des copies, on l'a fait. Voilà. Vous aurez tout ça dans les documents à disposition du webinaire. Donc, à partir de là, je vous propose de voir comment fonctionne un atelier. Donc, je suis sur 3 navigateurs différents. Donc, ça, c'est le navigateur du prof, disons ça, c'est moi. Ça, c'est la deuxième, ça, c'est la vue d'un étudiant, du premier étudiant. Et ça, c'est troisième navigateur, l'étudiant qui s'appelle Mario02. Le navigateur, non, j'ai mis le même, pardon, excusez-moi. Je vais le mettre sur Mario01. Comme ça. Hop. Voilà. Ça, c'est le premier étudiant et l'autre, c'est le deuxième. Donc, l'étudiant entre dans le cours, dans la section dédiée à l'atelier, il clique sur l'atelier. Donc, il retrouve l'atelier comme ça. D'autres étudiants aussi. Parce que moi, prof, je suis encore dans la phase de mise en place. Donc, la phase de mise en place est à partir de la création de l'activité atelier jusqu'à que je clique en tant que prof sur la phase de remise. Donc, je l'active manuellement. Là, voilà, les 5 phases. Il y a une première phase de mise en place, une deuxième phase de remise des travaux qu'on active manuellement. Il y a une troisième phase où les étudiants évaluent les autres, qui est automatisable. Il y a une quatrième phase de notation des évaluations où les étudiants restent en attente du calcul des notes.
et une cinquième phase de conclusion où les étudiants vont découvrir les notes reçues. Donc là, je pense qu'on pourra directement le faire plutôt que vous montrer sur le PDF. Donc là, je suis prof. Je vais activer la phase de remise. Je clique ici, continue. À partir de là, les étudiants auront la possibilité de remettre leur travail. Donc je vais sur le premier étudiant, il est encore sur la phase de mise en place parce qu'il n'a pas mis à jour la page. Je vais le faire. Voilà, il est sur la phase de remise. Je vais sur le deuxième étudiant, je fais la même chose. Il est sur la phase de remise. Donc qu'est-ce qu'il change pour eux? Ils se retrouvent avec les instructions que j'avais prévues. Et là, ils se retrouvent avec la possibilité d'ajouter un travail. Donc, s'ils ont fait le travail, ils vont cliquer ici. Ils ont la possibilité de, j'avais dit que c'était pas un texte en ligne, mais c'était une remise de 1, 2, 3, le premier, et donc ils doivent remettre un fichier. Ils vont cliquer, parcourir, j'ai créé des fichiers, donc ils vont remettre un fichier de type ODS, parce qu'on les avait obligés de remettre ce type de fichier. Et si tout est bon, ils vont cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc s'ils remontent à l'atelier, ils voient qu'ils ont remis un travail, ils ont toujours la possibilité de le modifier, mais ils ne pourront pas l'effacer. Donc pas l'éliminer. Je vais faire la même chose pour l'autre étudiant. Donc ajouter un travail. Il s'appelle travail. Toujours travail 1, 2, 3, 4. Il va remettre un fichier. Pourquoi là? Ah bon, il faut que je remonte tout. Formation. Il remet ce fichier-là, il le dépose, il enregistre. Ah, il a supprimé le travail. Pourquoi? Bon, il a des droits différents. Je vais voir comment régler ça. Bon, on est dans la phase de remise d'un travail. Donc, entre-temps, l'enseignant a à disposition ce tableau, qui est un rapport de remise de l'atelier. Donc, je mets à jour ma page et je vois que j'ai 3 étudiants inscrits, le premier qui a remis un travail, le deuxième qui a remis un travail et le troisième qui n'a rien fait. Donc, à un moment donné, je décide que c'est bon, j'ai pas le temps d'attendre le troisième qui remet son travail, donc je passe à la troisième phase, qui est la phase d'évaluation. Donc, les étudiants n'auront plus la possibilité de remettre quelque chose, parce que je ne lui ai pas donné cette autorisation de remise en retard. Par contre, ils vont évaluer les travaux des autres. Donc, je clique ici, j'active la phase manuellement, je ne l'ai pas automatisé. Je me mets dans les navigateurs qui correspondent aux étudiants. Donc, je mets à jour la page. Voilà, et la troisième phase qui s'affiche. Je fais la même chose pour l'autre étudiant. Voilà. J'ai pas fait, par contre, pourquoi il n'y a pas de travail évalué? J'ai pas, ça veut dire que j'ai pas fait l'attribution des travaux. Je vais la refaire. Alors, attribution aléatoire, supprimer les attributions actuelles. Je vais faire que chacun corrige 2, enregistrer. Voilà. Normalement, il m'a fait l'attribution des travaux. Je vais vérifier chez les étudiants. Normalement, il dit qu'il y a un travail évalué dans un cas et il y a un travail évalué dans l'autre cas. Donc, je reste sur la vue étudiant. Donc, il a la possibilité d'évaluer. Il clique ici sur le travail de son camarade. Il peut le regarder, donc l'afficher. C'est un joli fichier, bien fait, bien formaté, etc. La formule
que j'avais demandé est bonne, etc. Donc, il a vu le travail, il peut évaluer. Donc, il y a deux aspects évalués, comme dans la prévisualisation de tout à l'heure. Donc, il donne une note pour le premier aspect. Très bien. Mais devrait être mieux formaté. Il fait la même chose pour le deuxième aspect. Il dit tout simplement super. Et après, il fait le feedback général. Et il dit ah, putain, ah, donc le feedback général ne comporte pas de note, hein. C'est le feedback des aspects, c'est-à-dire de la grille qui comporte une note. Donc c'est enregistré et fermé. Et du coup, il se retrouve qu'il avait un travail évalué et qu'il n'y a plus aucune autre copie à évaluer. Il peut le réévaluer. Ça, c'est intéressant s'il y a beaucoup de travaux à évaluer, 4 ou 5. Alors l'étudiant se rend compte qu'il a été, par exemple, très strict ou très large avec les premiers, il peut revenir sur ses évaluations. Donc on va faire la même chose pour le deuxième étudiant. Donc inutile d'afficher le travail, je passe directement au bouton évaluer. Là il est un peu plus, strict. Pas trop bien. Bon, disons qu'il donne un 6. Et sur l'aspect 2,5, tu as oublié de tac. Et feedback général, il faudrait que tu prennes le chapitre tac tac tac. Donc enregistré fermé. Pour cet étudiant aussi, il a évalué. Dans le tableau, le nombre d'évaluations à faire et le nombre d'évaluations qui restent. Et lui aussi, il peut réévaluer. Ok, ça c'était les étudiants. Dans son rapport, qu'est-ce qu'il se passe? Il voit que Mario 01 a reçu, donc s'il met à jour, il voit dans son tableau, dans son rapport, qu'est-ce qu'il se passe? Il voit que Mario 01 a reçu la note de 33 sur 60, on avait dit, et a donné une note de 57, comme ils sont deux, les choses correspondent. Forcément, c'est Mario 02 qui a reçu la même note de Mario 01. Donc là, vous n'avez pas de travail évalué, c'est pour l'enseignant parce que lui aussi, il peut se rajouter au pair pour évaluer à son tour. Donc, je suis toujours l'enseignant, j'ai vu que tout marche bien, ils se sont évalués, bah, pas trop parce qu'il y a le troisième qui n'a pas participé à l'exercice, mais par ailleurs, il n'avait pas participé à la phase de remise. Et donc, voilà, il est impossible qu'il participe à la phase de correction. Donc, si la troisième phase s'est bien passée, je clique sur la phase de notation des évaluations, où il y a un algorithme qui va calculer, après on pourra le voir, comment sont données les notes pour l'activité d'évaluation effectuée. Il y a 5 possibilités qui vont du très indulgent au très strict. Si l'enseignant n'est pas content, peut recalculer les notes. Dans cette phase, il peut continuer à corriger les travaux remis, pardon, et il peut corriger aussi les évaluations effectuées. Donc, si je clique ici, par exemple, en tant qu'enseignant, je vois que l'évaluation qui a été faite par l'étudiant vers son camarade, il a été un peu strict. Et je peux modifier sa note. Je peux modifier la pondération de l'évaluation de la personne qui a évalué et je peux envoyer un feedback pour l'évaluateur. Donc, je peux lui dire, je pense que l'évaluation
le travail est acceptable. Enregistré et fermé. Donc ça, la personne qui a corrigé va se retrouver avec ce message. Donc ça, c'était la quatrième phase. C'est pas terminé parce que je vais vous montrer comment les étudiants voient cette phase. Donc ça change. Veuillez attendre que les évaluations aient été notées et que les notes soient calculées. Donc dans la quatrième phase, les étudiants restent en attente. Ok, une fois que je suis content des notes données, que j'ai tout contrôlé, etc., je peux passer à la dernière phase qui est de fin de l'atelier. Donc, je clique encore une fois ici. Qu'est-ce qu'il se passe pour les étudiants? Ils découvrent les notes. Dans la conclusion, j'avais mis le message pour voir les corrections que vous avez reçues. Cliquez sur votre travail remis. Donc ici, je vais découvrir les notes qui ont été données. Ben, je vais le faire plutôt d'un point de vue étudiant. Voilà, donc je l'étais déjà. Voilà, donc l'étudiant découvre, là j'étais l'étudiant 01, découvre les feedbacks qu'il a reçus. Je vais faire la même chose pour l'étudiant 02, je mets à jour la page. Donc il découvre ses notes, il découvre les feedbacks qu'il a reçus. Donc ils sont là et là avec le feedback général. Et dans cette phase, ils pourront toujours revoir le travail qu'ils ont déposé. Donc ils pourront se comparer le travail remis d'un côté et le travail à évaluer de l'autre côté. Donc ils pourront se comparer entre eux et bien sûr faire référence à la grille de correction. Voilà. Et donc avec ça, l'activité atelier est terminée. Je vais arrêter ma capture d'écran. Ah, il y a Pascal. Alors, on a fait ça, 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 ça. Ça, c'est des choses qu'on a vues. Alors, conclusion, ça c'est la première phase. Je reprends mon affichage à partir d'ici. Salut Pascal. Alors, je commence à répondre à des questions. Manuela, oui, bien sûr, on peut remettre à zéro. Dans l'affichage enfin, dans le paramétrage de l'atelier, on peut mettre que une des deux aspects à évaluer, c'est-à-dire le travail remis et le travail de correction pourra être mis à zéro. Tout à fait. Et après, pour l'auto-évaluation, il faudrait, à mon avis, faire recours à l'attribution manuelle des travaux. C'est-à-dire que chacun, il faut être sûr que chacun corrige son propre travail. Donc après, je voulais vous montrer les notes. Donc pour la note pour le travail remis, plus ou moins c'est cette formule. Ça pourrait sembler compliqué, paraître compliqué, mais en réalité, je sais pas, c'est plutôt simple. C'est un peu plus compliqué pour, enfin c'est pas compliqué, c'est qu'on n'a pas les éléments, on connaît pas vraiment l'algorithme. Mais en gros, ça fonctionne comme ça. Donc,
Un travail évalué, par exemple, il est évalué par 5 personnes, il a une note moyenne de 14. Alors, parmi les évaluateurs, la personne qui a donné 14 aura le 100% de la note pour l'activité d'évaluation. Plus on se écarte de 14, plus on s'éloigne de 14, plus on est pénalisé. Ok, j'espère avoir bien expliqué ça après mon retour d'expérience. Alors, euh, évidemment, il faut utiliser l'évaluation par les pairs pour des corrections, des activités évaluées qui soient pertinentes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de l'évaluation par les pairs pour évaluer la mémorisation de concepts. Je fais un exemple très, très trivial. Si je fais un exercice sur la mémorisation des villes ou les capitales des différents pays, je ne vais pas utiliser l'évaluation par les pairs. Là, je vais utiliser plutôt un QCM. Je ne vais pas demander à l'étudiant d'évaluer si son père a répondu bien quelle est la capitale de l'Allemagne, si Berlin, si c'est vrai ou faux. Voilà. Après, l'intérêt et l'importance d'une grille de relation. Moi, je me suis aussi amusé à vérifier la fiabilité de l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que j'ai comparé mon évaluation à moi, en modalité blind, comme on dit, donc anonyme, avec l'évaluation faite par des pairs. Et très très rarement, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage. Et donc, mais ça dépend de la précision de la grille d'évaluation. Donc, plus vous donnez une grille euh, bien précise et bien faite, plus l'évaluation par les pairs, de la note donnée par les pairs est fiable. Après, comme je vous disais en introduction, parfois il n'est pas accepté cet exercice. Il y a plusieurs cas que j'ai constatés. Il y a des personnes qui sont mal à l'aise, disons, d'un point de vue affectif. Ils ne sont pas à l'aise dans cet exercice du fait de noter les autres, de noter des camarades, et aussi en même temps dans la position d'évaluer. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas que ce soit un camarade qui donne une note. Il préfère toujours que c'est un prof qui fasse ce travail. Et comme je vous disais aussi, il y a une difficulté qu'on pourrait appeler de cognitive, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas à la hauteur de cet exercice. Et ça, c'est la cause principale pour que l'évaluation par les pairs marche mal. Et l'autre chose à dire, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup de surveillance. Là, je vous ai mis une capture d'écran d'un mail que j'ai reçu lors d'un exercice d'évaluation par les pairs, où un étudiant m'a dit moi, j'ai bien travaillé, j'ai eu un 10 sur 20, alors que j'avais bien fait l'exercice, et en plus, j'ai pas reçu aucun feedback qui m'explique le pourquoi de ce 10. Est-ce que vous pouvez regarder? Donc, voilà, pour que ça marche bien, il faut éviter des cas comme ça. Ou alors, il faut faire passer le message au mauvais évaluateur que le prof est toujours là pour le surveiller, qu'il fasse avec pas mal de sérieux cette tâche. Ok. En général, comme je vous disais aussi, ça passe très bien. Les étudiants sont très contents de faire ce type d'exercice, à condition qu'on lui donne quelque chose d'intéressant. Là, c'est par exemple les commentaires que j'ai reçus sur les évaluations de mon enseignement en fin de semestre. Et à chaque fois, je me retrouvais quels sont les points forts de mon enseignement, bah, les ateliers à faire à la maison, ou l'autre qui dit l'activité de correction par les pairs, là c'est trop petit, on refait un peu l'exercice, voilà, voilà. Je peux le mettre un peu plus grand, voilà. Activité de correction paire, vraiment utile, très utile quand on refait un peu l'exercice en corrigeant, ce qui aide à apprendre la méthode. Et donc, je peux vous témoigner que dans le
80% des cas, c'est comme ça. 90 même pourcent des cas, c'est comme ça, le retour que j'ai. Voilà. Ça, c'est en gros, très très vite, le, le webinaire, les choses importantes de l'évaluation par les pairs.